Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire en ligne organisé par Le Temps avec notre partenaire Crédit Agricole Nextbank. Vous la voyez, cette petite maison ou ce charmant appartement dans lequel vous allez couler une agréable et paisible retraite. Que vous y serez bien. Pas forcément besoin d'un décor ou d'un train de vie luxueux, juste de quoi profiter d'un repos bien mérité après de nombreuses années de labeur. Eh bien, mesdames et messieurs, cette phase de vie, elle se prépare. Et pour nous aider à maîtriser les enjeux financiers de notre retraite et à nous diriger vers une prévoyance apaisée, le plaisir d'accueillir Carmen Morard. Bonsoir. Bonsoir Adi. Alors, vous êtes Wealth Planner, vous allez tout de suite m'expliquer de quoi il s'agit chez Crédit Agricole Nextbank, tout comme votre collègue Romain Munier. Bonsoir. Bonsoir. Également, donc, planificateur, en français, ça donne quoi, Wealth Planner? Planificateur ou planificatrice financière, patrimoniale, pour planifier un peu tous les événements de vie qui pourraient arriver. En résumé, les personnes idéales pour nous amener à mieux maîtriser les tenants et les aboutissants de notre retraite. Alors on va cheminer ensemble tout au long de notre parcours de vie pour savoir quoi faire, à quel moment, mieux comprendre les étapes un peu incontournables de la planification de notre retraite, prévoyance professionnelle, etc. Et bien justement, on reçoit régulièrement des résumés de notre plan de prévoyance, concentré ou condensé de chiffres assez techniques, avec des concepts un peu flous pour nous autres comme des mortels, et on a tendance à les poser dans un coin avec négligence, en se disant qu'on a encore le temps de voir avant la vieillesse, avant la prévoyance. Est-ce que c'est une question que la population a vraiment tendance à sous-estimer, à négliger, Carmen ? Alors c'était le cas il y a encore quelques années, mais maintenant plus du tout, ça reste une préoccupation principale. C'est d'ailleurs le deuxième sujet de préoccupation des Suisses. Donc de plus en plus on s'inquiète à cette partie de retraite et on la prépare de mieux en mieux. Alors on va juste rappeler les fondamentaux. On a 3 piliers. Le premier pilier, le deuxième, troisième. Premier pilier, on est sur l'AVS, l'AI, donc l'assurance vieillesse survivant et l'assurance invalidité. Ça, c'est pour toutes les personnes qui sont domiciliées en Suisse, elles sont couvertes par la partie premier pilier AVS-AI. Le deuxième pilier, c'est la prévoyance professionnelle. C'est pour des personnes qui ont une activité lucrative, dès un certain seuil, ils sont soumis à ce qu'on appelle la LPP, ainsi que la partie LA, c'est pour la partie accident. La LPP, on va couvrir des rentes, une partie risque, rente d'invalidité, rente de survivants. Pour la partie maladie dans la LPP, pour la partie accident, ça sera la LA, plus toute cette partie de retraite sur laquelle on épargne toute sa vie durant pour qu'au moment de la retraite, on ait une rente ou un capital qui soit à disposition pour profiter de sa retraite. Et le troisième pilier? Et le dernier, le troisième pilier, donc ça c'est vraiment une épargne individuelle, facultative. Et là on a deux grands, troisième pilier A ou le troisième pilier B. Troisième pilier A lié avec certains avantages fiscaux, certaines contraintes, et le troisième pilier B qui est libre, qui est de l'épargne et qui a nettement moins de contraintes. Alors on va évidemment revenir sur ces concepts, merci, pour avoir rafraîchi ou enrichi notre esprit ou notre cerveau. Petite cure de jouvence, en tout cas pour moi tout d'abord, dès 25 ans, le couperet tombe et je dois commencer à cotiser pour ma rente vieillesse. Alors il faut déjà se pencher sur ce sujet à cet âge-là. Romain, ça paraît tellement lointain la retraite. Alors oui, vous avez raison, ça paraît lointain, mais c'est important de s'y intéresser dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire, pour comprendre un petit peu les fondamentaux et puis réussir à organiser sa future retraite. Plus on la prépare tôt, plus elle a des chances de ressembler à ce qu'on souhaiterait une fois qu'on y arrive. Après, 25 ans, comme vous l'avez dit, ça paraît jeune, mais dès maintenant, en fait, plus on commence tôt, plus on peut anticiper et mettre des mesures qui auront un impact significatif pour la suite. Est-ce qu'il faut ou est-ce que je peux cotiser déjà avant? Si vraiment j'anticipe beaucoup moi ma vie. Alors malheureusement, c'est pas vous qui allez décider. Vous êtes un petit peu tributaire du plan de prévoyance qui a été choisi par votre employeur. Donc c'est l'employeur qui met en place quelque chose. Certains employeurs permettent la cotisation dès l'âge de 18 ans, mais la majorité quand même, ça démarre à 25 ans. Ok, donc 25 ans, je commence à cotiser. On va parler également
de la réforme de la LPP. Elle va être un peu en fil rouge, en filigrane de nos discussions, puisque vous le savez sans doute, nous allons voter l'année prochaine, je crois, mars ou juin, c'est pas complètement sûr encore sur la réforme de la loi sur la prévoyance professionnelle, puisqu'il y a eu référendum. Ça change, les 25 ans, ça reste plus ou moins pour les jeunes, pas trop de changements? Alors, petite modification quand même par rapport à la réforme, si jamais elle venait à passer, déjà les taux de cotisation, aujourd'hui entre 25 et 35 ans, on serait plutôt à 7%, alors que dans le futur, il n'y aura plus que 2 taux de cotisation, 9 et 14, donc là on serait à 9, un petit peu plus. Perdant, avoir l'impression d'être perdant en tout cas. Ça se discute, ça se discute, donc un peu plus de cotisation. Ensuite, le seuil d'entrée dans la caisse de pension, dans la LPP, sera un petit peu plus bas, donc en fonction des revenus, vous allez plus facilement adhérer. À combien? On sera maintenant à un peu plus de 19 845 contre aujourd'hui 22 000 francs. Voilà. Et puis après, l'autre point important qui risque directement d'impacter les jeunes, c'est aujourd'hui, vous avez une déduction de coordination, vous savez, cette partie de salaire sur laquelle on ne cotise pas, parce qu'elle est couverte par le premier pilier. Donc c'est une forme de franchise dans le deuxième pilier. Celle-là, elle va baisser. Aujourd'hui, on est autour de 25 000 francs et dans le futur, ça sera plus que 20% de votre salaire. Donc c'est ajusté au plus, on va dire, c'est du sur-mesure par rapport au salaire. Donc ça paraît un petit peu plus juste. On va revenir sur ces changements pour voir s'ils sont pertinents. Pourquoi en tout cas le législateur les a légèrement modifiés. Sinon, de 25 à 30 ans, je peux vivre tranquillement, sortir, faire la brague, etc. J'ai juste une partie de mon salaire qui va être mis de côté pour enrichir mon capital à venir ou ma rente. Ça sera une autre question. On va dire première grosse étape dans ce parcours de vie, la trentaine. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le début de la vie en couple, quoique ça peut avoir commencé un peu avant, mais en tout cas, on envisage l'arrivée d'un, deux ou plusieurs enfants, un mariage peut-être. Dans le passé, Romain, ça a quand même souvent été une étape qui a peu été sous-estimée, notamment par les femmes qui ont tendance à partir sur des temps partiels, etc. Alors c'est vrai qu'on n'y pensait pas vraiment, on est un petit peu dans l'euphorie de la mise en ménage, des premiers enfants, la réflexion de l'installation en couple, mais ça a un impact qui n'est pas à négliger, notamment le temps partiel, la réduction du temps de travail et puis ce qui va avec, la baisse du salaire de ce fait. Si on ordonne un petit peu tout ça, si on part dans un premier temps du premier pilier, l'AVS, si vous avez un salaire un peu plus petit, on va dire, si vous avez un salaire qui est au-dessus de 88 000 francs, et que même avec cette baisse d'activité, vous êtes toujours au-dessus de 88 000 francs, il n'y aura pas d'impact pour l'AVS. Par contre, si vous aviez un salaire qui est à hauteur de 88 000 francs et puis qui baisse dans le futur, là, il y aura un petit impact et votre rente à échéance risque d'être un peu plus petite. En tout cas, si vous n'êtes pas marié. On va parler effectivement marié, pas marié. On en parlera Carmen, après. c'est vous qui répondez, ça fait une différence? Oui, il va y avoir une différence entre un couple marié ou un couple non marié. Au niveau de la prévoyance, le concubin, donc la personne non mariée, n'est pas reconnue. Si on reprend un peu le système des 3 piliers, au niveau de l'AVS, on ne reconnaît pas du tout le concubin. Donc ça veut dire qu'on aura une rente de veuve uniquement pour des personnes mariées. Les personnes non mariées ne toucheraient rien en cas de décès du premier pilier. Si on passe au deuxième pilier, donc la partie LPP, certaines caisses de pension, et là il faut bien faire attention, des fois on fait un peu des amalgames en disant oui c'est couvert, mais c'est le règlement de caisse de pension qui va faire foi, et pas toutes les caisses de pension reconnaissent le concubin, et souvent il faut avoir au moins 5 ans de ménage commun pour avoir une reconnaissance et potentiellement toucher des rentes de veuve ou de concubin ou autre. Donc ça, LPP, certains mais pas partout. Au niveau de la ALA, donc s'il devait y avoir un décès par accident, la ALA ne reconnaît pas du tout le concubin, donc je n'ai pas de rente de veuf ou de veuve, donc ça a un impact. Et au niveau du troisième pilier A, on peut nommer le concubin bénéficiaire de mon capital de mon troisième pilier A, mais il faut le faire en amont. Donc il faut l'annoncer soit à l'institution de prévoyance, banque ou assurance, il faut l'annoncer en amont et je peux faire bénéficier mon concubin de cette partie-là. Mais le concubinage n'est pas encore acté au niveau de la prévoyance en Suisse. Ça pourrait venir? C'est pas quelque chose qui est prévu dans la réforme. Pour l'instant pas, je pense qu'on a pas mal de choses encore à voir avant cette partie-là, mais la tendance c'est quand même au niveau des caisses de pension d'améliorer ces prestations-là. Les premiers piliers, ça va être compliqué, et le troisième pilier, on a quand même des possibilités actuellement. Donc, je résume, bien lire attentivement, même si c'est écrit tout petit, le règlement de sa caisse de pension, pour ces questions qui sont fondamentales, Oui. qu'on n'a pas envie de voir, mais qui sont fondamentales. Et puis, de manière un petit peu provocante, je dis, je me marie pour ma LPP et je divorce, arrive à la retraite pour avoir une double rente AVS, en résumé. Pas nécessairement intéressant, parce qu'on a
à la moue. l'aspect succession qui va nous va rattraper parler. aussi. On va en On va parler parler, tout à restez l'heure. avec nous. Ouais, ouais. On va en parler plus tard, effectivement. Hein. Et l'aspect fiscal aussi. Il y aura des On différences garde tout sur la ça, succession on et sur garde la tout ça pour la fiscalité. retraite. Hein. Ne l'oublions pas. Il y avait de grosses attentes sur cette réforme de la LPP, de la loi sur la prévoyance professionnelle dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui concrètement va changer? On a évoqué déjà quelques petites modifications, mais si elle est acceptée, par exemple pour les temps partiels ou les bas revenus, Romain, qu'est-ce qui change? Alors, pour l'AVS, on l'a un petit peu résumé. Pour la LPP, si j'ai un plus petit revenu, je cotise sur moins. Donc, mathématiquement, à échéance, j'aurai un plus petit capital de prévoyance, un plus petit capital de retraite et donc probablement une plus petite rente. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne pense pas. On dit juste qu'il y en a un des deux qui ralentit l'activité dans le couple quand on s'installe et tout ça, mais ça a des conséquences sur le long terme. En plus, vu que vous cotisez moins, l'impact des intérêts composés, la rémunération de votre capital, ça fait des petits au fur et à mesure du temps. Et là aussi, ça va être minoré fortement. Donc à échéance, ça peut quand même faire des écarts qui sont significatifs. Question complètement stupide. Avec le resserrement monétaire, les taux d'intérêt qui sur les marchés remontent, ça a un impact en fait pour ma prévoyance? Vous parliez de taux d'intérêt composés, indirect, j'imagine. Alors, aujourd'hui, on va dire que le troisième cotisant de la caisse de pension, c'est les marchés. Ça a été très très bon en 2021, très difficile en 2022. Après, aujourd'hui, le resserrement des taux, ça n'a pas que du mauvais. Toute la partie obligataire, les obligations qu'il y a aussi dans les caisses de pension vont donner des rendements qui sont un petit peu meilleurs. Et du coup, ce qu'on perdra sur les actions, peut-être on pourra le récupérer un petit peu sur les obligations. Mais c'est vrai que l'année 2022 n'était pas terrible, même pas bonne du tout. 2023, c'est pas si mal depuis le début de l'année, mais après les caisses de pension ont l'habitude de faire des réserves aussi. Donc, mais il faut s'en inquiéter, il faut l'avoir à l'esprit. Des moins 10%, sauf erreur en moyenne, les performances des caisses de pension en 2022. Je crois qu'on était plus ou moins moins 9, moins 10%. Donc, troisième cotisant un peu instable, on va dire. Oui, d'où la raison d'être de ce dialogue. On avait fait une bonne année précédemment, donc ils avaient pu faire des réserves. C'est ce que disent d'ailleurs certaines voix qui signalent qu'on occulte un peu ce troisième cotisant en disant mais finalement, l'un dans l'autre, si on regarde sur le temps, finalement, ça a un peu tendance à s'équilibrer. Oui, après on part du principe que ce qui s'est passé dans le passé devrait revenir dans le futur. C'est ça qui est un petit peu instable. C'est que si on prend ce qui s'est réalisé par le passé, c'était un troisième cotisant. Après, on n'a plus la certitude que ça soit toujours le cas dans le futur. Pour sécuriser au mieux les choses, du coup, le troisième pilier doit à ce stade s'inviter dans notre discussion. C'est déjà à la trentaine, c'est déjà là qu'on commence à penser vraiment à un troisième pilier? Alors, le plus tôt est le mieux, j'ai envie de dire. Parce que ça permet de préparer une épargne pour sa retraite. 2, parce que ça permet de protéger parfois son concubin. C'est un des rares cas où on peut facilement protéger son concubin sans se faire avoir complètement sur la partie fiscale. Et puis 3, parce qu'il y a aussi des avantages fiscaux. Et toute personne normalement constituée est toujours intéressée par réduire sa fiscalité. On l'imagine bien, effectivement. Donc, déductibilité, on va en parler tout à l'heure, déductibilité possible jusqu'à 7056 francs. Donc ça, c'est sur la prévoyance liée, le troisième pilier A. Donc là, vous avez tout un cadre qui est fixé par la loi. Vous ne pouvez pas désigner librement le bénéficiaire, il est imposé par la loi. Vous ne pouvez pas choisir vous-même la durée, c'est imposé par la loi, c'est jusqu'à la retraite, même si on peut l'anticiper de 5 ans. Mais voilà, le montant maximum déductible, c'est les 7056 francs si vous êtes salarié et que vous avez une caisse de pension. Si vous n'avez pas de caisse de pension, c'est 20% de votre salaire maximum. Donc, un indépendant, typiquement un indépendant, j'imagine. Ou un faible revenu. Ou un faible revenu, exactement. Donc, en général, c'est bien de le faire le plus tôt possible. Et puis là aussi, vous allez profiter des intérêts composés en plus de la réduction sur l'impôt sur le revenu. Vous allez baisser votre imposition. Développons un peu en quoi, effectivement, avec ce troisième pilier, on va pouvoir protéger son conjoint. J'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière. Oui, alors... Je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Alors, il existe plusieurs types de troisième pilier. Donc déjà, il y a le troisième pilier A, qui est la prévoyance liée, que je viens d'évoquer. Et à l'intérieur de ce troisième pilier A, vous pouvez choisir entre un compte classique, comme un compte épargne, où vous mettez de l'argent quand vous voulez, le montant que vous voulez, dans la limite que j'ai énoncée précédemment. Et là, en cas de décès, il y a une liste de bénéficiaires qui est imposée par la loi, qui pourrait être votre concubin, par exemple, si vous n'êtes pas marié. Et donc, cette personne pourrait récupérer ce capital. L'avantage ici, c'est que la fiscalité, c'est l'impôt de la prévoyance qui est prélevé. Donc, c'est un montant entre, on va dire, 7 et 10% en fonction du montant. Si c'était dans votre succession et que vous désignez votre concubin comme bénéficiaire, alors ça dépend des cantons, mais dans le canton de Genève, ce serait 50% d'imposition. Donc, vous voyez, là, ça fait déjà un gros écart. Oui.
Après, si on part sur un contrat d'assurance, là, en plus du capital que vous avez versé, il y a une couverture risque. Donc, vous cotisez pour ça. Et puis, vous dites, bah, moi, je veux qu'en cas de décès, mon concubin ou mon mari ou Non, on est dans le 3B. On est dans le... Non, on est toujours dans le 3, 3. toujours dans le 3. Mais vous pouvez, il y a une prime de risque en fait, puis vous dites, bah, je veux couvrir 100, 150, 200 000. Et là, en cas de décès anticipé, il y a un capital qui est versé. Donc là, il y a la notion de couverture en plus. Les concubins, les enfants aussi, j'imagine, peuvent Oui. être bénéficiaires. Alors- Mon ami, ma meilleure amie peut également être bénéficiaire. Alors, il faut être vigilant. Quand on est dans le troisième pilier A, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une liste de bénéficiaires qui est érigée par la loi. En 1, c'est toujours le conjoint. D'accord. Si vous êtes marié, il n'y a plus personne d'autre qui rentre en ligne de compte. Si vous n'êtes pas marié, Même les enfants. même les enfants. Ok. Ils arrivent seulement au deuxième niveau avec une personne avec qui vous partagez votre vie, par exemple le concubin, avec des personnes que vous entretenez financièrement. Donc là, vraiment, dans la clause bénéficiaire, au rang 2, il y a plusieurs types de personnes qui rentrent en ligne de compte. Mais si vous êtes marié, la première autres sont clause, éliminés. tout de suite, tout le reste disparaît. Ok. Par contre, si on est en concubinage, on a plus cette flexibilité Oui. de choix en fait. Ah bah, ça nous amène à une première question, puisque vous savez que vous aviez la possibilité de nous envoyer des questions auparavant. Daniel l'a fait, par exemple, et lui, il se demandait quelles sont les limitations concrètes de ce troisième pilier. Alors, en A, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les 7056 francs si vous êtes affilié à une caisse de pension ou 20% de votre salaire AVS si vous avez un plus petit revenu. Si vous n'êtes pas affilié à une caisse de pension, c'est au maximum 35 000 francs à peu près par année et on va dire dans la limite des 20% de votre bénéfice, quoi. Voilà. Après, ça c'est dans le troisième pilier A. Le troisième pilier B, c'est cantonal, donc c'est difficile de répondre. En règle générale, ça n'est pas déductible fiscalement, si ce n'est dans le canton de Fribourg et dans le canton de Genève. Et là, ça va être en fonction de votre situation familiale que les montants sont mis en place. Pour donner un exemple, dans le canton de Genève, si vous êtes célibataire, c'est 2200 francs qui sont déductibles fiscalement chaque année, en plus du troisième pilier A. Souvent, il y a un dilemme entre cotiser plus chaque année, racheter, faire un troisième pilier. Comment je choisis entre ces options? C'est assez compliqué, hein? Alors, le tout est possible. Hein. On va peut-être commencer par ce qui est peut-être le plus facile à mettre en place, c'est le troisième pilier A. Le troisième pilier, on a vu les cotisations maximum, les 7056, mais on n'est pas obligé d'être dans ces cotisations maximum. On peut commencer une année en se disant, ben voilà, j'ai des faibles revenus, j'ai d'autres frais, je vais commencer à cotiser 500 francs par année. Ces 500 francs seront déjà déductibles. Donc on peut déjà commencer par ça, puis l'adapter en fonction de nos revenus qui augmentent avec le temps. Donc ça, on conseille toujours de commencer par ce troisième pilier A, parce qu'on a cette déduction fiscale, qu'on met en place quelque chose pour la retraite ou éventuellement pour l'accession au logement, puisqu'il sera aussi disponible pour l'accession au logement, son propre logement. Ensuite, certaines caisses de pension, donc pas toutes, hein, loin de pas, proposent différents plans de prévoyance, le standard, le minimum, le maximum. Ces plans sont définis par votre employeur, donc vous n'avez pas le choix de le prendre ou pas le prendre, c'est votre employeur qui va le définir. Et là, ce qui va changer, c'est que vous pouvez augmenter votre cotisation d'épargne. Donc, soit vous restez dans quelque chose de minimum, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer selon votre situation. Ça a un impact qui est peut-être un peu moins difficile parce que c'est une réduction mensuelle. Donc, on vous retient sur votre salaire. Suivant les cotisations, c'est des montants qui sont peut-être pas trop importants et votre salaire net sera plus faible. Ce qu'on vous verse sur votre compte bancaire sera plus faible. Donc, il sera plus faible, vous en avez plus dans votre caisse de pension et comme votre revenu est plus bas, vous payerez moins d'impôts aussi. Mais attention, ça c'est votre employeur qui définit le plan, vous n'avez pas la possibilité de vous choisir ces plans-là s'ils ne sont pas proposés. Et la dernière partie, c'est les rachats dans les caisses de pension. Le rachat d'année dans les caisses de pension est une solution qui est très intéressante parce que ce que j'investis dans ma caisse de pension est déductible fiscalement. Et là, on peut avoir des jolies économies d'impôts. Mais maintenant, il faut faire attention. Un rachat de caisse de pension, il y a plein de choses qu'il faut contrôler. D'abord, il faut savoir que votre rachat, il est bloqué pendant 36 mois, 3 ans. Donc, si je fais un rachat dans ma caisse de pension, les 3 années qui suivent, je ne peux plus retirer de capital. Vous savez pour quelle raison, en fait? Alors, ça reste mon argent? Ça veut dire... Alors, parce que c'est utiliser la fiscalité dans un mauvais escient. Donc, d'utiliser la prévoyance pour avoir des économies d'impôts. Je mets de l'argent dans ma caisse de pension, je le retire après, j'ai un bénéfice fiscal. Du coup, là, ça serait plutôt regarder sur l'angle de l'évasion fiscale que plutôt sur de la partie de la prévoyance. C'est pour ça qu'on les bloque 3 ans. Les retraites, ça peut être l'accession au logement, à son propre logement, ou une retraite dans les grandes lignes qu'on pourrait avoir. Donc le rachat, il faut regarder, se rendre compte que ces rachats sont bloqués pendant 3 ans.
Se rendre compte aussi que ce capital, il n'est plus disponible, hein. Il faut que j'aie quand même prévu quelque chose en amont pour mes imprévus et autres. De se dire, ben, tiens, j'ai fait un rachat, mais j'ai des frais, je dois me racheter une voiture, je ne vais pas pouvoir retirer de ma caisse de pension pour l'achat d'une voiture. Donc bien prévoir à l'avance les montants que j'investis dans ma caisse de pension en ayant en tête que c'est bloqué jusqu'à potentiellement ma retraite. Puis après, il faut regarder la santé financière de la caisse de pension. Est-ce qu'elle permet alors, déjà, si elle a un bon taux de couverture, est-ce qu'elle permet des retraits en capitaux ou c'est que des rentes et ainsi de suite. Et si ma caisse de pension fait faillite? C'est peu probable. Ça arrive? C'est peu probable parce qu'il y a de fortes chances qu'elle soit rachetée par une autre institution. Il y a quand même des barrières, des garde-fous qui sont mis en place. Mais c'est justement pour ça qu'il faut regarder un peu la santé C'est financière une question qu'on peut se poser. Hein. avant de faire un rachat dans sa caisse de pension. Après, le rachat, c'est vraiment la mesure la plus élaborée qui nécessite peut-être le plus de vérification. Donc les 2 premières mesures sont un peu plus accessibles et plus faciles à mettre en place à court terme, on va dire. Vous avez parlé de rachat et puis du lien qu'il y avait, ou en tout cas de l'extrême attention qu'il fallait prêter à l'accession à la propriété, parce que évidemment que si j'ai envie de m'acheter ce magnifique appartement dont je parlais en introduction, et puis que je viens de racheter, ben là je peux avoir une mauvaise surprise à l'instant, au moment où je veux ressortir ce deuxième pilier. Ça veut dire que les rachats interviennent en général un peu plus tard, parce qu'il faut avoir un peu d'épargne constituée pour pouvoir les injecter dans sa caisse de pension. Et puis, c'est pas à 30-40 ans qu'on les a, mais peut-être plus tard, parce qu'à 30-40, c'est peut-être l'achat d'un bien immobilier, les enfants, les études, ainsi de suite. Et c'est plutôt à 50 ans, d'une part parce qu'on a une période plus courte du moment à la retraite et qu'on aura un impact fiscal plus important, puisque on aura potentiellement plus les déductions pour les enfants et qu'on aura à ce moment-là potentiellement les salaires les plus élevés, donc l'impact fiscal sera aussi plus intéressant à ce moment-là. Mais rappelons juste, donc concrètement, je veux devenir propriétaire, j'ai trouvé l'objet de mes rêves, qu'est-ce que je peux faire avec mon deuxième pilier? Alors, plusieurs choses. Alors déjà, peut-être il faut rappeler les règles. Les règles de base, c'est que vous êtes obligé d'apporter 10% du prix de votre appartement rêvé en cash, en liquidité. Donc ça, c'est hors caisse de pension. En plus de ça, vous devez financer les frais de notaire, qui en fonction des cantons, ça peut monter un petit peu. Voilà, à Genève, c'est environ 5%. Donc ça fait déjà des montants qui sont significatifs, 15% de cash. Une fois que vous avez ces 15% de cash, toute votre caisse de pension est mobilisable pour l'accession à la propriété. Et ça, jusqu'à vos 50 ans. Puis là, à partir des 50 ans, il y a une nouvelle règle qui arrive. L'idée, c'est de protéger aussi les futurs pensionnés et de se dire qu'il faut garder un petit peu d'argent dans la caisse de pension pour quand vous serez à la retraite. Et dès lors que vous avez 50 ans, c'est soit vous prenez l'avoir que vous aviez à l'âge de 50 ans, soit vous pouvez retirer la moitié de celui que vous avez aujourd'hui. Donc là, il y a une petite restriction, une mesure pour protéger, pour pas qu'on puisse complètement siphonner cet avoir et qui n'existerait plus au moment de la retraite. Donc devenir propriétaire à 49 ans plutôt qu'à 50 ans, en résumé. Hein. Oui, mais si par exemple vous prenez la décision de retirer à l'âge de 52 ans, vous pouvez prendre tout ce que vous aviez à l'âge de 50 ans. Ouais. Donc ça ferait juste les 2 dernières années de cotisation que vous ne pouvez pas utiliser. Et je vais payer des impôts? Parce que ça, c'est évidemment cardinal, clé. Est-ce que je vais payer des impôts au moment où je deviens propriétaire? Au moment où je sors de la prévoyance c'est totalement défiscalisé. Donc, 3e pilier ou caisse de pension, vous ne payez pas ni d'impôt sur le revenu, ni d'impôt sur la fortune. Et toutes les fois que vous mettez de l'argent, soit dans le 3e pilier, soit dans la caisse de pension, vous avez une déduction fiscale, ça vient en diminution de vos revenus. Du coup, au moment où vous allez les ressortir, vous allez avoir un impôt. Séparé des autres revenus à taux préférentiel. C'est cantonal, communal, les taux sont ça va dépendre du montant. Plus le montant est important, plus le taux va être important. Les taux vont entre 5 et 10%. Après, ça va dépendre un peu du canton et du montant que vous allez retirer. Donc ça, quand vous retirez pour l'accession au logement, vous allez payer cet impôt. Donc il ne faut pas le sous-estimer non plus. Ce n'est pas le montant net que vous allez recevoir. Vous devrez payer cet impôt. Et puis ensuite, si vous avez la capacité de rembourser la caisse de pension, au moment où vous réinjectez cet argent dans la caisse de pension, vous allez pouvoir demander de récupérer l'impôt que vous avez payé au moment où il est sorti. Et c'est à vous de le demander, ce n'est pas les impôts qui viendront vous les donner comme ça, si gentiment. Important, donc. Ça veut dire que, évidemment, et assez logiquement, je dois reconstituer mon épargne. Vous n'avez pas l'obligation. C'est exactement là que j'allais revenir. Je n'ai pas l'obligation. Donc ça c'est crucial. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire? Par contre, le point de vigilance, c'est que tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas de rachats en tant que tel qui sont déductibles fiscalement. C'est-à-dire en prenant l'argent dans votre caisse de pension, vous avez fait un trou, vous devez reboucher ce trou pour que tout ce que vous rajoutez soit à nouveau déductible fiscalement. Ouais. Là, vous allez juste pouvoir récupérer l'impôt que vous aviez eu au moment du retrait.
à demander de manière proactive, bien À sûr. demander, donc ne l'oubliez pas, cher public. Une question d'ailleurs de la part de Marc. Là, on est dans la propriété, mais à des fins d'investissement. Est-il plus avantageux d'acheter un bien immobilier à des fins d'investissement, précision en remboursant l'hypothèque, et de percevoir un revenu mensuel du locataire, du coup, que d'ouvrir un troisième pilier et d'économiser une certaine somme dans la déclaration d'impôt. Donc là, on est de l'investissement, l'optimisation fiscale. Vous arrivez à décoder pour nous? Alors, c'est Qui se entre lance? guillemets, c'est deux projets qui sont totalement Distants. opposés et entre guillemets qui n'ont peut-être pas les mêmes buts. Si je regarde un peu plus en détail, si j'achète un bien immobilier, un objet de rendement, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas utiliser la prévoyance, ni ma caisse de pension, ni mon troisième pilier pour un objet de rendement, parce que ce n'est pas ma résidence principale. Du coup, je dois avoir des économies à disposition à ce moment-là pour acheter mon bien immobilier. Et je bloque une certaine partie de mes économies pour cet achat-là. Ensuite, les revenus locatifs, oui, c'est intéressant, mais attention, revenu locatif dit revenu supplémentaire au niveau des impôts et dit j'augmente mes impôts. Donc, ok, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai un autre moyen? Ça dépend quel est le but qu'on recherche. Le troisième pilier, il a un autre but, c'est d'épargner, de mettre en place de l'épargne pour la retraite avec une déduction fiscale. Mon troisième pilier, j'ai une déduction chaque année sur ma déclaration d'impôt et je constitue du capital de l'épargne pour ma retraite ou potentiellement pour l'accession au logement, son propre logement. Donc on n'est peut-être pas dans les buts similaires. Ça peut être intéressant de se dire je cotise au troisième pilier pour avoir les déductions et dès 60 ans, parce que c'est à partir de là que je peux commencer à retirer mon troisième pilier, je réfléchis à peut-être faire un investissement immobilier pour avoir du rendement, pour préparer ma retraite ou autre. Mais on est dans des objectifs différents entre l'achat d'un bien immobilier et le troisième pilier. Mais théoriquement, je pourrais, si je suis retour ou si je cherche la petite bête, je peux acheter un bien immobilier avec mon deuxième pilier, j'y habite pendant 2-3 ans, bien même parce que j'ai d'autres, finalement, mon chemin de vie me mène ailleurs, je peux le mettre en location et puis devenir propriétaire avec mon deuxième pilier d'un autre bien, vous me suivez? Alors là, il faut être vigilant parce qu'il y a quand même des règles. Il y a même une jurisprudence qui est passée il n'y a pas très longtemps. Une dame qui avait vécu 13 ans dans son logement et puis qui, au moment de le revendre, la caisse de pension au moment de le mettre en location, la caisse de pension réclamait qu'il y ait le remboursement de l'argent qui avait été prélevé. Donc là, le tribunal a considéré qu'après 13 années, elle avait bien utilisé cet objet en tant que résidence principale et lui a donné raison en disant vous n'êtes pas obligé de rembourser la caisse de pension. Après, si donc vous c'est faites... pas abstrait mon exemple, Voilà. intéressant. Donc, alors là, il y a 13 années quand même, donc on peut Oui, facilement estimer qu'il y a bonne foi. Il y a bonne à la foi, voilà. propriétaire. Après, dans le cas où vous feriez ça sur un an et demi, puis vous switchez de logement, peut-être que c'est un peu plus discutable. Alors, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, mais à mon avis, c'est toujours l'angle de la bonne foi qu'il faut avoir à l'esprit. Et un an et demi, ça me paraît un peu court, sauf s'il y a mutation professionnelle ou ce genre de choses. Mais il faudrait pouvoir, à mon avis, pouvoir l'expliquer et le justifier. En résumé, un peu délicat, un peu risqué quand même. Oui. Peut-être trouver d'autres véhicules d'investissement, d'autres méthodes. Peut-être une parenthèse, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les caisses de pension, souvent votre employeur vous propose différents types de plans basiques, moyens, plus. C'est quelque chose de courant ça. Et puis comment, de manière un peu plus détaillée, comment on deal en mauvais français, mais comment on compose avec ces plans? Alors, il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas encore le cas partout. Alors, je n'ai pas les chiffres précis pour être honnête avec vous, mais on en voit de plus en plus. Après, il faut bien être conscient que l'augmentation ou la minoration, c'est que sur la partie de la cotisation de l'employé. C'est-à-dire que dans 98% des cas, pour l'employeur, ça ne change rien. Il disait, vous mettez 6%, je mets 6%, puis après, c'est vous qui décidez de passer à 4 ou à 8, mais c'est que vous qui augmentez cette partie-là. Donc pour l'employeur, c'est neutre. Pour vous, par contre, c'est un effort supplémentaire. Vous baissez le salaire net que vous allez recevoir chaque mois sur votre compte, mais vous baissez aussi vos impôts, tout en augmentant votre retraite, en tout cas en la préparant au mieux. Mais concrètement, on a parlé du rachat, mais la question qui se pose, c'est cet argent, s'il est à disposition, si j'ai la marge de manœuvre, parce qu'il ne faut pas obliger, on n'en a pas là en préparant ce webinaire, il y a des revenus qui n'ont juste pas la possibilité de se poser ces questions. Si j'ai les moyens, ou si j'ai un peu de marge de manœuvre entre le plan moyen ou bien luxueux, je ne sais pas comment on l'appelle, plus, exactement, de ma caisse de pension, ou bien un troisième pilier.
Est-ce que ça vaut la peine de sérieusement hésiter, puis de se renseigner pour savoir quelle est la meilleure solution? Mais est-ce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet? Non, alors après, il faut faire du sur-mesure, hein. Chaque cas est différent. Ça dépend. L'augmentation du pourcentage, ça dépend aussi de votre salaire, de votre capacité. Alors que le troisième pilier, c'est les 7 056 francs. Par contre, le troisième pilier, lui, c'est beaucoup plus souple. Parce que vous allez pouvoir dire je cotise pas, j'attends la fin de l'année et puis je fais un point puis je regarde si j'ai les moyens de le faire ou pas. Alors que si vous décidez de changer de plan, en général c'est pour une année complète, c'est quand même engageant, donc vous pouvez changer qu'une année sur l'autre. Et là après c'est tous les mois que c'est prélevé de manière automatique, donc vous avez un peu moins la main, c'est quand même moins flexible. Est-ce qu'on a parlé des modalités de retrait du troisième pilier? Ah, j'ai un petit blanc, je peux le retirer sans problème, on n'en a pas parlé. Alors, troisième pilier, alors on peut le retirer pour la retraite, ou plutôt c'est dès 60 ans. Hein. Autrement, ça s'arrête à 65, à moins que je maintienne une activité lucrative. Et là, je peux le maintenir jusqu'à 70 ans. Donc ça, c'est la principale. Autrement, ça serait pour l'accession au logement, mais son propre logement, de nouveau. Hein, c'est avec fiscalisation. Ah oui, de toute manière. Quand vous mettez dans la prévoyance, vous avez un avantage fiscal. Quand vous sortez, on va vous demander de payer un petit peu. Mais l'avantage fiscal reste plus intéressant que l'impôt que vous allez avoir à la sortie. Donc du moment que vous le sortez, soit pour l'accession au logement, soit pour la retraite, vous allez l'avoir. En cas d'invalidité totale, si vous quittez la Suisse, enfin, voilà, il y a différentes raisons où on pourrait retirer le troisième pilier. Mais il est plus flexible dans le sens où votre caisse de pension, vous allez la retirer uniquement quand vous arrêtez de travailler, quand vous êtes en retraite. Donc si je prévois ma retraite à 65 ans, mais que j'aurai besoin d'un petit montant à 60 ans, soit pour des rénovations, pour un voyage ou autre, mon troisième pilier, il est disponible dès 60 ans. Et je peux faire plusieurs comptes pour avoir différents montants à sortir à différentes périodes fiscales. Donc, ce qui est plus flexible. Votre caisse de pension, vous subissez les changements d'employeur, vous subissez le règlement de la caisse de pension, vous n'avez pas de marge de manœuvre sur cette partie de règlement. C'est d'ailleurs quelque chose, on ne va pas forcément l'évoquer maintenant parce que le temps file, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aussi être vu comme une contrainte forte de la part de l'assuré. Je ne sais pas si vous avez envie de... Oui, on parlait des de marge de manœuvre. On parlait des rachats aussi tout à l'heure, c'est-à-dire vous faites toutes les vérifications sur la solvabilité de votre deuxième pilier, qu'il est bien géré et tout ça, puis tout à coup vous changez d'employeur, il faut refaire l'exercice. Et vous êtes un peu prisonnier pour finir, parce que souvent les gens ne choisissent pas leur employeur en fonction de la caisse de pension, bien que... Est-ce qu'ils ont tort? C'est la question que j'allais vous poser. Alors, peut-être qu'on sous-estime, on parlait de sous-estimer certaines choses, c'est vrai peut-être qu'on néglige un peu cet aspect quand on change de travail, non? Tort, je ne sais pas, mais le fait d'y jeter un œil de manière assez appliquée, attentive, c'est quelque chose d'important parce que parfois, facialement, vous avez l'impression que vous êtes mieux rémunéré dans un emploi plutôt que dans un autre. Mais c'est ça, c'est sans considérer la caisse de pension. La caisse de pension, c'est du salaire déguisé, défiscalisé. Et donc, c'est quelque chose qui doit rentrer en ligne de compte et qui pèse lourd aujourd'hui. Parce qu'en plus, la caisse de pension, c'est de la fortune qui n'est pas fiscalisée. Donc, mais qui arrive plus tard. D'où peut-être la tentation de ne pas regarder ces critères très attentivement. Je pense qu'actuellement, au moment de l'embauche, chez un nouvel employeur, c'est un des points qu'on regarde de plus en plus aussi, c'est quelle caisse de pension j'ai, comment je suis assurée, autant au niveau invalidité, décès, mais autant au niveau de la partie de la retraite, quel salaire sera assuré dans ma caisse de pension et ainsi de suite. Je pense que c'est des points sur lesquels on est de plus en plus attentif. Et la protection de la famille aussi, ça passe par là. Et les employeurs d'ailleurs l'utilisent aussi en temps de pénurie de personnel, c'est aussi un bon argument de vente auprès des employés. Donc restez attentifs à ces éléments qui ont tendance à passer sous le radar. Mais nous, le temps file, puisqu'il reste un petit quart d'heure et qu'il faut s'intéresser quand même à la grosse tranche de vie où ça devient plus concret. 50 ans, alors j'ai noté, c'est le coût d'assommoir. Est-ce que c'est le coût d'assommoir, Romain? On cotise plus, on devient moins attractif, on traîne souvent une hypothèque. Et puis parfois, vous avez signalé, les enfants sont hors du nid, mais c'est plus vraiment, on sait qu'on attend ça des enfants plus tard. Et puis souvent, finalement, c'est plein pot à la cinquantaine. Donc c'est une décennie assez délicate à négocier, où il faut être très attentif. Alors, à sa prévoyance? Il faut commencer à s'y intéresser de très très près puisque la durée entre maintenant et puis l'âge de la retraite est plus courte. Donc les mesures à mettre en place, elles doivent arriver maintenant. Après, il y a aussi de plus en plus de gens qui ont envie de prendre une retraite anticipée et peut-être d'arrêter à 62, à 60. Donc on parlait tout à l'heure des rachats de caisses de pension. Il faut arrêter d'en faire 36 mois avant la date de retraite
pour pouvoir sortir son capital au moment du départ à la retraite. Donc si vous dites ok, je veux partir à 60 ans, je veux faire des rachats, jusqu'à 57, puis à 57 on s'arrête. Exactement. Donc nous c'est ce qu'on planifie tous les jours avec nos clients, on prépare des plans où on dit on fait les rachats à tel moment pour pouvoir sortir l'argent à un autre moment. Attention aussi, le capital, c'est pas parce que je retire qu'une partie que j'ai pas mon délai de blocage de 3 ans. Le délai de blocage s'applique sur l'entier de la caisse de pension. Ça contamine le reste. Ouais. Donc ça, c'est aussi important. Ah ok, oui. Un point important qui n'est effectivement pas du tout un détail, mais concrètement, comment je fais? J'arrive dans la cinquantaine, je fais des simulations avec mes conseillers, tout seul dans mon coin avec mes conseillers, je fais des simulations, parce que c'est quand même très technique, on l'a dit en début de webinaire. Alors nous, on préfère si vous ne le faites pas tout seul dans votre coin, parce que ça nous génère du travail. Non, l'idée, c'est de venir nous trouver. Tout d'abord, on a une première discussion avec vous, et alors c'est presque le psychologue à la banque, mais on va discuter un petit peu de ce qui vous anime, de quelles sont vos attentes pour le futur, qu'est-ce qui est important pour vous, parce que entre vous et votre sœur, par exemple, vous n'avez pas forcément les mêmes préoccupations. Et ensuite, on va mettre en place quelque chose qui est sur mesure, qui s'adapte au plus juste. Après, est-ce que je vois ma retraite ici? Est-ce que je la vois plus à la campagne? Est-ce que tout ça, c'est autant d'indicateurs qu'on doit intégrer pour faire une proposition vraiment adaptée. Si j'ai un bas revenu, peut-être pas les moyens de venir vous voir, quelles sont les clés? Est-ce que je pense rachat avec en tête les éléments qu'on a évoqués, pas trop tard, etc. Rachat, troisième pilier, là ça devient sérieux. Alors, déjà, c'est trop tard. Non, déjà il faut faire tomber un frein, c'est que c'est pas une question de revenus ou de fortune pour venir nous voir. C'est intéressant pour tout le monde d'organiser sa retraite et même au-delà de la retraite. Et ça, peu importe les revenus, juste par rapport à ce que vous souhaitez faire et que ça respecte en fait vos envies. Après, encore une fois, chaque cas est différent et puis des fois c'est plus le troisième pilier, des fois c'est plus le rachat, des fois c'est plus autre chose parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies et on ajuste. Là, rappelez également, on l'a dit en début de webinaire, si quelqu'un est arrivé en cours de route, ce qui peut arriver évidemment. Donc là, au niveau de la réforme qui est proposée, qui a été élaborée par le législateur cette année, là, ça change au niveau des cotisations. On a toujours beaucoup évoqué ces cotisations, un peu ressenties comme des cotisations punitives, discriminatoires sur le marché de l'embauche à partir de la cinquantaine. Qu'est-ce qui change? Alors, aujourd'hui, on est encore, parce que la réforme elle n'est pas passée, mais aujourd'hui on est encore, tous les 10 ans, toutes les tranches d'âge de 10 ans, le taux il change et il augmente. Donc on démarre à 7% pour les 25-34 ans, et ensuite on passe à 10, à 15 et à 18. Là, si la réforme venait à être acceptée, il n'y aurait plus que 2 taux de cotisation, 9% de 25 à 44 ans, et puis ensuite 14% pour le reste. Donc c'est quelque chose qu'il faut appréhender. Un seul taux, ça serait tellement plus simple. Alors, ce serait plus simple, vous avez raison. Après, dans la pratique, il faut bien se dire que si on met tout le monde à 14%, et puis quelqu'un qui a 25 ans, qui commence à travailler, et puis qui gagne 40 000 francs par année, ou 50 000 francs par année, 50 000 francs par année, si vous devez cotiser 14% pour votre retraite, il ne vous reste plus grand-chose à la fin du mois. Donc, c'est normal que ça s'adapte un petit peu aux tranches d'âge. Après, le bienfait de cette réforme, en tout cas sur cette partie-là, c'est que les 14%, c'est dès 45 ans. Donc on pourrait considérer qu'il y aurait moins de discrimination à l'embauche pour la population un peu plus âgée. On va voir ce que le peuple en pense, parce qu'effectivement, elle n'est pas du tout acquise, cette réforme. Le référendum, ça c'est une autre question, un débat politique qui sera peut-être organisé plus tard, mais cette réforme est très controversée. On arrive... gentiment, je guette sur votre montre. On arrive bientôt au terme de ce webinaire et bien sûr, il faut s'intéresser à l'instant fatidique. J'arrive à la retraite. Et c'est quand même là que se pose une grande question, capital ou rente. J'imagine que tout le monde maîtrise ces concepts. D'abord, est-ce qu'on a est-ce qu'on a des statistiques? Les gens penchent plus pour le capital ou pour la rente? On en a, elles datent de 2021, donc elles ne sont pas complètement à jour, mais on en a. En gros, déjà, on se dit qu'il y a 45% des gens qui préfèrent prendre la rente en règle générale. 36% qui prennent plutôt le capital et le reste qui fait une formule un peu hybride, moitié-moitié. Après, ces chiffres, pour le capital, ils sont en nette hausse. On était beaucoup plus bas, ça ne fait que augmenter. Et puis il y a une deuxième sensibilité qui se dégage, c'est que les hommes ont tendance à plus prendre le capital que les femmes. Les femmes sont plus conservatrices, plus prudentes. En tout cas, c'est ce que disent les chiffres. Après,
le fait que le capital soit en augmentation, que les gens qui retirent le capital soient en C'était ma augmentation, question. c'est aussi lié au fait que le taux de conversion a tendance à baisser, que dans le cadre du capital, vous protégez davantage peut-être, enfin vous transmettez davantage à vos héritiers, puisque dans le cadre de la rente, il n'y a qu'une partie qui est reversée en cas de décès à votre conjoint. Donc, Quelle partie? 60%. C'est une autre question que j'avais, donc on l'a traité. 60%. 60% de retraités. de retraités qui est Ouais, reversé. donc ça fait quand même une perte de petite 40%. différence, tout en sachant que donc capital, je serai apposé, rente, je serai apposé au fil des mois, en résumé. Alors oui, si vous traitez d'un point de vue fiscal, le capital est beaucoup moins imposé parce que c'est l'impôt de la prévoyance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 7 à 10%, alors que la rente, elle est imposée comme un salaire. Donc c'est un impôt sur le revenu qui lui est beaucoup plus lourd en règle générale. Mais par contre, ça paraît quand même un peu contre-intuitif. Alors je vois bien les avantages à retirer du capital, mais si je regarde les chiffres, je les ai notés quelque part. Hein. L'espérance de vie, on n'en a encore pas trop parlé, mais tout le monde le sait, elle a pas bondi, mais considérablement augmenté ces dernières décennies. On était, je crois, à 79, je ne sais pas si vous avez les chiffres, je les ai quelque part, 79. Alors, actuellement, selon l'OFS, donc c'est officiel, 81,3 ans pour un homme. Désolé Romain, 85,4 pour une femme. Là, on ne va pas rentrer dans le débat de savoir s'il faudrait des cotisations différenciées en raison de cette différence d'espérance de vie. Puis il y a 40 ans, c'était 79 ans pour une femme, hein, donc 6 ans de moins. Donc le capital, en résumé, c'est de longue tirade pour vous dire que le capital, c'est un peu risqué, non? Alors, ça va dépendre un peu de la structure patrimoniale de tout un chacun. C'est clair que si je suis au minimum LPP et que je n'ai pas nécessairement cotisé un troisième pilier, que je n'ai pas nécessairement d'épargne, vaut mieux prendre une rente pour se garantir un revenu sur du long terme. Après, si j'ai peut-être un bien immobilier, si j'ai constitué un peu d'épargne, il faut voir la situation dans son ensemble. Le capital, vous faites entre guillemets un gain sur l'imposition année après année, peut rester intéressant. Mais là, de nouveau, on ne peut pas faire de généralité et dire les rentes sont intéressantes, le capital est intéressant. C'est vraiment des situations individuelles et des sensibilités aussi individuelles. Certaines personnes se sont rassurées avec des rentes, bien que l'imposition sera plus élevée, et d'autres veulent avoir la liberté d'un capital pour pouvoir le gérer, pour pouvoir potentiellement avoir des projets à la retraite peut-être plus importants et ensuite restreindre leur train de vie sur du long terme pour pouvoir le transmettre aux enfants et autres. Donc ça va dépendre d'un à l'autre. Impossible pour vous de dire capital ou rente. Non. Après, il y a aussi l'état de forme et peut-être la situation aussi médicale. Si vous n'êtes pas vraiment en forme au moment de la retraite, peut-être qu'il vaut mieux prendre le capital pour le transmettre à ses héritiers dans la succession. Puis si vous avez que des centenaires dans votre famille, alors c'est pas une science exacte, mais vous allez potentiellement vivre plus longtemps, la rente, ça peut être un point de réflexion. On va parler à des questions successorales, mais vous parliez de ne pas généraliser. Ben, on a un cas très précis. Eugénia, j'espère que vous êtes restés avec nous, sinon le webinaire sera évidemment disponible en replay. Mon deuxième pilier, je la cite, se trouve dans un compte de libre passage dans une grande banque, la plus grande banque suisse, on va pas faire de pub. Je crois que c'est fait, effectivement. Je prendrai ma retraite dans 2 ans et comme je ne travaille plus, je vais devoir retirer tout l'argent. Quelles sont les conséquences? Étant donné que j'aurai une rente AVS très faible, c'est important, ne serait-il pas mieux de reprendre le travail pour avoir mon deuxième pilier sous forme de rente? Alors, oui. Alors c'est bon. Alors déjà, la question qu'on se pose, c'est de savoir comment ça se fait qu'elle a un lit passage. Est-ce qu'elle a arrêté de travailler, est-ce qu'elle a eu le choix d'arrêter de travailler ou est-ce que ça a été un choix entre guillemets imposé, donc à redéfinir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, donc la prestation de l'e-passage, c'est quand vous arrêtez de travailler chez un employeur, votre avoir qui se trouve dans la caisse de pension est à votre disposition, mais comme vous n'êtes pas en âge de retraite, on va le déposer sur un compte ou une police de libre-passage. Donc, qui reste dans la prévoyance, qui reste dans le deuxième pilier, mais sur lequel vous avez un capital et plus du tout de rente. Donc, du moment qu'on est sur un compte de libre-passage, je n'ai plus la possibilité de demander des rentes, ça sera un capital qui va être versé. Mais si j'arrive à la retraite avec mon libre-passage, ça voudrait dire, j'ai été licenciée à 60 ans, pension, en fait, oui. J'ai transféré sur un libre-passage, à 65 ans, j'ai toujours pas repris un emploi, j'ai toujours mon libre-passage, je vais avoir un capital de mon libre-passage et pas le choix de choisir des rentes. D'avoir de rente parce que le libre passage ne propose pas de rente, mais qu'un libre passage en capital. Parce qu'au libre passage, on n'est plus vraiment dans une. Alors, on n'a plus de cotisation. Pension, en fait. Entre guillemets, on reste dans le deuxième pilier avec les mêmes contraintes. Je ne peux pas l'utiliser comme je veux.
Mais il n'y a plus de cotisation ni de la part de l'employé ni de la part de l'employeur. C'est un compte entre guillemets dormant sur lequel je peux avoir soit des placements, soit sur un compte épargne standard, qui a comme but de pouvoir faire la liaison vers une nouvelle institution de prévoyance, une nouvelle caisse de pension. Si je n'ai pas de nouvelle caisse de pension, ce capital sera à ma disposition à ma retraite et je devrais gérer ce capital. Donc là, il faut déjà voir pourquoi elle a ce libre passage, est-ce qu'elle elle est partie en retraite anticipée, enfin pourquoi elle l'a. Et c'est clair que là, elle n'a pas le choix d'avoir de rente de caisse de pension, elle sera un capital. Maintenant, en sortant ce capital du libre passage, elle va payer un impôt, de la prévoyance, comme on l'a vu, et ensuite, il sera à sa disposition. Il y a des solutions d'assurance qui peuvent donner des rentes sous différentes formes. On ne va pas venir dans le détail aujourd'hui sur les formes de rente, qui peuvent, lui, remplacer une rente de caisse de pension et, sous certains cas, avoir certains avantages successoraux et fiscaux qui peuvent être intéressants. Mais là, on n'est pas dans le troisième, on rentre dans le champ du troisième pilier. On sort de la prévoyance totalement et on revient dans un nouveau contrat d'assurance qui n'est plus dans la prévoyance 3A, mais plutôt 3B et qui donnerait certaines possibilités de rente. C'est à ça que je pensais, effectivement. Après, donc retravailler. Voilà, retravailler. Mais alors, la question se pose, pourquoi elle l'a en libre passage? Pourquoi? C'est clair que si elle retravaille, il faut qu'elle ait ce fameux seuil d'entrée, les 22 000 francs, pour devoir être à nouveau affiliée dans une caisse de pension et pouvoir retransférer son libre passage dans sa nouvelle caisse de pension. Et elle sera soumise aux cotisations sur son salaire et autres. Et au moment de la retraite, elle pourra choisir entre rente ou capital, pour autant que le règlement de caisse de pension permet un retrait en capital. Mais si je veux être apposé, si je veux pas être, pardonnez-moi, pas apposé, mais si je veux quand même cotiser sur ces fameux premiers 22 000 francs qui deviendront peut-être 19 000 francs, je peux le demander à ma caisse de pension? Si je veux cotiser, si je veux cotiser à plat pot, en résumé. C'est pas vous qui décidez, en fait, c'est la caisse de pension qui va définir. C'est la caisse de pension qui définit un plan et qui dit soit vous cotisez sur le 100% de votre salaire, je laisse de côté cette fameuse déduction, soit je fais quelque chose de plus classique et donc je le mets en déduction, la déduction de coordination, et vous cotisez sur le reste de votre salaire. Ok. Le temps avance, on va arriver bientôt au terme de ce webinaire, mais il faut tout de même parler pardonnez-moi, aux questions successorales. D'ailleurs, on y pense peut-être peu, mais en cas de décès prématuré, vous avez évoqué de temps en temps certaines options déjà, les entrevoir qu'il y avait des enjeux à ce niveau-là. En cas de décès prématuré de l'assuré, il se passe quoi avec mon deuxième pilier? Juste avant la retraite, juste après la retraite? Si on reprend juste, on va refaire les trois piliers. Au niveau de l'AVS, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je suis encore active, donc je travaille, je devais décéder, l'AVS prévoit des rentes de veuf, de veuve ou des rentes d'orphelins pour des enfants de 18 ou 25 ans s'ils font des études. Donc ça, je vais toucher ma rente. Au moment où je suis en retraite, si je devais décéder, pour autant que mon conjoint, là on parle des conjoints, pas des concubins, n'est pas encore en âge de retraite, il y aurait une rente de veuf, de veuve, mais dès qu'on a passé l'âge de retraite, il n'y a plus de rente de veuf, de veuve, chacun reçoit sa rente de vieillesse. Le premier pilier ne va pas verser deux rentes, une rente de vieillesse et une rente de veuf. Mais le deuxième pilier, est-ce qu'il va en verser deux? Au niveau du deuxième pilier, qu'est-ce qui va se passer? Donc, au niveau du deuxième pilier, quand je suis actif, votre certificat de caisse de pension, le fameux papier que vous recevez une fois par année, indique quelles seraient les rentes de veuf, de veuve et d'orphelins qui seraient versées. Et celles-là, elles sont à vie. Pour les rentes de veuf et de veuve, orphelins, elles s'arrêtent à 18, 25 ans si l'enfant fait des études. Et celles-là, elles sont à vie, donc vous allez les toucher à vie. Et puis, potentiellement, vous allez toucher une rente de retraité de votre propre caisse de pension. Donc ça veut dire, je réfléchis, j'ai eu mes enfants tard, typiquement plutôt si je suis un homme, mais quoique. Et du coup, malheureusement, quelqu'un, un des deux parents décède à 66 ans, la rente d'orphelin, si l'enfant a 18 ans ou est aux études, il va la recevoir. Il va la recevoir, la rente. Alors, pendant que je suis actif, c'est les rentes qui sont sur le certificat de caisse de pension. Et du moment que je suis à retraite, la rente de veuve, c'est 60% de la rente de retraité que j'avais, veuf ou veuve. Et les rentes d'orphelins seraient à hauteur de 20% en général. Il faut regarder le règlement de caisse de pension, qui seront versés, eux, jusqu'à 18, 25 ans s'ils font des études. Et la rente de veuve, elle sera à vie au niveau du deuxième pilier. Et la rente, je vous ai perdu, la rente deuxième pilier de mon mari, elle se rajoute. Donc ça veut dire que vous êtes veuve de votre mari, mais vous touchez votre propre rente de retraité aussi. Donc à votre retraite, vous aurez votre rente AVS de retraité,
votre rente de caisse de pension de retraité, plus une rente de veuve de votre mari qui va être versée. Mais je crois qu'il est temps qu'on arrive au terme de ce webinaire, puisque mon esprit s'embrouille. Juste une question, très rapidement, parce qu'on l'a évoqué également, les solutions retraite flexible. On en parle beaucoup, partir à 62 ans, baisser mon taux de travail, c'est quelque chose qui devient toujours plus prisé de la part des salariés et des assurés. C'est un sujet en vogue, oui, c'est le mieux vivre, le mieux profiter aussi de la retraite, donc oui, et les réformes qui sont discutées aujourd'hui vont assez dans ce sens pour donner de la flexibilité et la possibilité d'ajuster au mieux. AVS 21 était déjà en ce sens, donner vraiment de la flexibilité aux gens. Concrètement, en quoi, parce que c'est important puisqu'on va voter, sur en quoi ça sera plus flexible, c'est peut-être un point positif de cette réforme tant décriée. Vous parlez de quelle réforme là? Exactement, de la LPP. Là, vous parliez de la réforme sur laquelle on a voté, en 2021. Oui, parce que là, ça permettait aux gens de choisir, peut-être d'arrêter partiellement, de continuer à travailler, mais de toucher un bout de retraite AVS. Donc, pour moi, là, c'était plus de flexibilité. Sur la rente LPP, sur la réforme LPP qui arrive, si je réfléchis bien, je ne vois pas de mesure phare qui incite à la flexibilité. Par contre, réforme ou pas, rapidement, comment est-ce que je prépare? Je me dis, on va prendre un cas concret. Je me dis, ok, je vais passer à 80% à partir de 62 ans et travailler à 80% jusqu'à 67 ans. Ça donne quoi pour ma caisse de pension? Ça veut dire qu'au niveau de votre caisse de pension, si vous diminuez votre activité, le salaire assuré, donc le salaire sur lequel on prend les cotisations, va être plus faible. Donc vous aurez des cotisations qui seront plus faibles que si vous étiez à 100%. Mais l'impact, si c'est 20%, reste acceptable entre guillemets, puisque j'ai cotisé le gros avant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, ce qu'on a à ce jour, c'est que les cotisations de 55 à 65, c'est les cotisations les plus importantes. On est à 18%. Donc si je prends une année de retraite anticipée, je m'enlève 18% de cotisation sur une année. C'est les montants les plus importants. Donc la réduction, elle est quand même là dans les caisses de pension. Et puis après, si vous le faites comme vous dites, c'est-à-dire je diminue mon temps de travail jusqu'à une période plus longue, l'impact sera relativement faible. Il sera là, mais il sera faible. Par contre, si j'anticipe concrètement, j'arrête à 62 ans, j'ai des cotisations en moins dans la caisse de pension. Au niveau de l'AVS, je peux anticiper 2 ans maximum. Ça a un coût. Actuellement, 2 ans d'anticipation, c'est une réduction de 13,6% à vie de ma rente AVS. Et l'obligation de continuer à cotiser de 63 à 65 ans, même si je suis déjà en retraite, même que je touche une rente AVS anticipée. Donc, je dois quand même cotiser. La solution, c'est le 3e pilier, parce que là, vous pouvez capitaliser et puis de se dire, ce 3e pilier, il pourra me couvrir mes 63 à 65 ans, parce que potentiellement, j'ai des revenus plus faibles, parce que potentiellement, je n'ai pas anticipé mon AVS parce que je ne le veux pas, et que j'ai des capitaux qui sont là pour combler un peu ces lacunes. Mais ce 3e pilier, donc on arrive à la retraite, je crois qu'on n'en a pas parlé, ce 3e pilier vient s'ajouter à mon 2e pilier, puis le taux de conversion lui aussi applique. Non, pas du tout. Le mécanisme de récupération, c'est 3e pilier, c'est du capital, 100% capital, du coup vous touchez un capital. Et qui ne vous permet pas du tout de rente sur cette partie-là. Quand vous le sortez du 3e pilier, il y a des solutions d'assurance qui peuvent vous donner des rentes. Donc on est converti ensuite dans des assurances. Mais quand vous le touchez en capital. Par défaut, c'est un capital. Pas de méchant taux de conversion qui pourrait baisser et réduire du coup l'assiette qu'on a patiemment économisée. Taux de conversion, juste pour le plaisir, pour terminer, taux de conversion, on rappelle, ce sera des enjeux de la votation. C'est le taux qu'on applique à un capital pour le transformer en rente. Si je prends un exemple, 100 000 francs de capital avec un taux de conversion à 6%, à 100 000 francs de capital, ça donnerait une rente de 6 000 francs par année. Voilà, ce qui fait pas beaucoup, parce qu'on la divise par 12 mois après. Exactement, mais avant on était à 6,8, donc pour les mêmes 100 000 francs, on aurait 6 800 francs, et si la réforme passe, on passera le taux de conversion à 6%, donc 6 800 versus 6 000. Et rappelez une fois de plus que toutes les caisses de pension, évidemment, n'appliquent pas ce taux de conversion. Il y a du surobligatoire. Alors cette partie-là, tous les taux qu'on a vus, c'est sur la partie minimum LPP, donc ce qu'a prévu la loi. On sait que plus de 80% des caisses de pension font du surobligatoire, et cette partie de surobligatoire, ça implique aussi les taux de conversion. On a déjà vu que dans les caisses de pension actuelles qui font du surobligatoire, on est déjà bien au-dessous des 6% de taux de conversion.
puisqu'on couvre cette longévité. Ça veut dire qu'en fait, elle les applique, mais que sur la partie minimum légale. Et vu que vous avez une grosse partie qui n'est pas du minimum légal, le taux pondéré sur l'ensemble, ça fait un taux plus bas. Mais sur cette partie minimum, si, c'est appliqué. Mais Donc, en ça se résumé, lit sur bien le- savoir calculer pour avoir une prévoyance apaisée ou recourir à des experts. Merci beaucoup, en tout cas, Carmen Morard et Romain Munier. Donc, je rappelle que vous travaillez avec notre partenaire Crédit Agricole Next Bank. Ça m'intrigue beaucoup, ce Next Bank. On a moins l'habitude, c'est C'est la banque proche de vous, c'est ça qu'on a voulu dire. Et Donc, structure voilà. suisse, c'est ça, la Exactement. structure Groupe suisse Crédit Agricole, banque de droit suisse. Voilà. active en Suisse. Merci beaucoup pour cette précision. J'espère, en tout cas, cher public, que grâce à nos deux experts, vous avez maintenant les clés importantes pour cette fameuse prévoyance apaisée à laquelle on aspire. Merci beaucoup, en tout cas, de l'avoir suivi. À bientôt sur le site du Temps ou dans l'un des événements à venir du Temps. Les deux, d'ailleurs, ne sont pas incompatibles. Pourquoi se priver des bonnes choses? Bonne soirée, excellente soirée à vous tous et à très vite.